Le 17 décembre 1944, 6 heures, carrefour de Malmedy, Belgique. La température était tombée à moins 8 degrés Celsius lorsque l'Oberleutnant Werner Potschke entendit un son qui n'avait aucun sens sur un champ de bataille européen. Un gémissement mécanique aigu comme un moteur d'avion, mais provenant du niveau du sol. À travers l'obscurité précédant l'aube et la neige tourbillonnante, sa patrouille de reconnaissance vétéran de la Waffen-SS, 11 hommes de la première division Panzer-SS Leibstandart Adolf Hitler se déplaçaient prudemment vers des positions américaines qu'ils s'attendaient à trouver légèrement défendues. Les rapports de renseignement suggéraient que le carrefour était tenu par une unité de ravitaillement des troupes de l'arrière sans armes lourdes. Une proie facile pour des vétérans SS qui avaient été combattus à travers la Russie et la France. Ce que Potschke ne pouvait pas voir à travers l'obscurité était un camion GMC CC 6 roues motrices peint en vert olive, apparemment ordinaire, sauf pour une modification qui allait réécrire les règles de la guerre mobile. Monté sur sa plateforme se trouvait un canon anti-aérien naval de 3 pouces calibre 50. La même arme qui protégeait les destroyers américains des avions japonais dans le Pacifique trônait maintenant sur un châssis de camion dans les Ardennes belges, capable de tirer 15 coups par minute d'obus explosifs de 23 kg. L'équipage, 5 marins de la garde armée de la marine américaine, avait été attaché aux unités logistiques de l'armée dans ce que la marine appelait un déploiement temporaire. À 6h15, le commandant du camion, le premier maître James Michael Donnelly de Boston, Massachusetts, repéra un mouvement à travers ses jumelles. Infanterie allemande se déplaçant en formation tactique à environ 365 mètres. Il se tourna vers son équipage avec un sourire sinistre. « Marin, nous avons des cibles de surface. Chargez les explosifs. Commencez le tir à mon signal. » Ce qui se passa dans les 4 minutes suivantes allait donner naissance à une légende qui se répandit dans les rangs allemands, plus vite que les rapports de renseignement officiels. Les camions du diable étaient arrivés sur le front occidental, et la Wehrmacht était sur le point d'apprendre que l'improvisation industrielle américaine pouvait transformer un camion de ravitaillement en une arme d'une létalité dévastatrice. Le concept de monter des armes lourdes sur des camions n'était pas nouveau. Les forces militaires avaient expérimenté avec des canons automoteurs depuis la Première Guerre mondiale. Mais ce qui rendait l'approche américaine révolutionnaire était l'échelle, l'audace et la pure variété d'armes qu'ils boulonnaient sur des châssis de camions commerciaux standards. L'histoire commença au début de 1943, lorsque la marine américaine fit face à un problème. Ils avaient été fabriqués des milliers de canons anti-aériens de 3 pouces calibre 50 pour les escorteurs de destroyers et les croiseurs. La production avait dépassé la construction navale. Les entrepôts se remplissaient d'armes qui n'avaient pas de plateforme. Pendant ce temps, l'armée avait besoin de défenses anti-aériennes mobiles pour ses colonnes avançant en Afrique du Nord et en Italie. Quelqu'un, les récits varient sur qui exactement, eut une idée simple: mettre les canons navals sur des camions. Le GMC CC KW, le camion cargo 6 roues motrices de travail de l'Amérique, pouvait supporter le poids. La marine avait des artilleurs formés, l'armée avait besoin de puissance de feu mobile. Pourquoi ne pas les combiner? Ce qui commença comme une solution improvisée évolua en un programme qui allait déployer plus de 2000 camions armés de diverses configurations. Le M51 multiple gun motor carriage montait des mitrailleuses quadruples de calibre 50. Le M16 portait des calibres 50 dans une tourelle motorisée. Le M15 combinait un canon de 37 mm avec des calibres 50 jumeaux et les camions à canon naval improvisés, jamais officiellement désignés, montaient tout, des 3 pouces 50 aux 5 pouces 38. Le renseignement allemand, lorsqu'ils rencontrèrent ces véhicules pour la première fois en Italie, durant l'été 1943, déposa des rapports dédaigneux. Les Américains montent des armes antiaériennes sur des camions, nota une analyse. Cette approche improvisée démontre leur incapacité à produire des plateformes antiaériennes automotrices appropriées. Les véhicules manquent de blindage, de contrôle de tir approprié et de mobilité tactique. Évaluation, menace minimale pour les forces blindées.
Cette évaluation s'avérerait spectaculairement fausse, mais elle reflétait des hypothèses allemandes plus profondes sur la culture militaire américaine. Ils croyaient que l'improvisation signifiait le désespoir, que les véhicules militaires appropriés nécessitaient des années de développement et de fabrication spécialisée. L'idée que les Américains boulonneraient simplement le canon anti-aérien d'un destroyer sur un camion et l'enverraient au combat semblait amateur. L'ironie était riche. L'Allemagne avait été pionnière des canons anti-aériens automoteurs avec la série Flakpanzer, des véhicules sophistiqués construits sur des châssis de chars avec des systèmes complexes de contrôle de tir, mais la production allemande ne pouvait jamais répondre à la demande. Fin 1944, la Luftwaffe et l'armée ensemble déployaient peut-être 3000 véhicules anti-aériens automoteurs de tout type. L'Amérique, grâce à son programme de canons montés sur camions, avait déployé plus de plateformes anti-aériennes, mobiles en utilisant simplement des camions existants et des armes existantes dans de nouvelles combinaisons. Les statistiques de production racontaient une histoire familière, sophistication allemande contre production de masse américaine. Et la production de masse gagnait. Le premier maître Donnelly avait rejoint la marine en 1942, s'était entraîné comme artilleur à la station navale de Great Lakes et s'attendait à combattre les avions japonais dans le Pacifique. Au lieu de cela, la marine l'affecta au service de garde armée protégeant les convois marchands dans l'Atlantique. Lorsque son navire fut torpillé au large de l'Islande en mars 1944, les survivants furent réaffectés au programme de camions armés. Personne n'expliqua pourquoi des artilleurs de la marine étaient attachés aux unités de l'armée. Personne ne clarifia la chaîne de commandement ou la doctrine tactique. L'équipage de 5 hommes reçut un camion GMC avec un canon naval de 3 pouces 50 monté sur le plateau, 20 coups de munitions et l'ordre de se présenter au commandement logistique de la première armée en Angleterre. Leur formation consista en 3 jours d'instruction de conduite de camion, un jour de procédure radio de l'armée et une brève conférence sur le fait de ne pas tirer sur les avions amis. La marine supposait qu'ils savaient et comment opérer leurs canons. L'armée supposait que la marine savait ce qu'elle faisait. Tout le monde supposait que cela fonctionnerait d'une manière ou d'une autre. Cette approche désinvolte horrifia initialement Donnelly. Dans la marine, tout suivait la procédure, la doctrine, les méthodes établies. Mais son chef de pièce, le second maître Robert Chen de San Francisco, le voyait différemment. « Chef, nous avons le meilleur canon anti-aérien de la flotte », dit Chen pendant qu'ils effectuaient la maintenance dans un dépôt français. « Nous pouvons envoyer 15 coups par minute. Chaque obus pèse 23 kg et abattra n'importe quoi, sauf un bombardier lourd. Si quelque chose a besoin d'être abattu, nous l'abattrons. » L'occasion se présenta plus tôt que prévu. Le 16 décembre, l'offensive allemande des Ardennes brisa le front américain. Le camion de Donnelly, attaché à une compagnie de quartiers-maîtres transportant des fournitures, se retrouva soudainement dans une zone de combat alors que les forces allemandes poussaient vers l'ouest. Lorsque la patrouille SS de Poetschke s'approcha du carrefour de Malmedy avant l'aube le 17 décembre, ils s'attendaient à trouver des troupes de ravitaillement démoralisées. Au lieu de cela, ils trouvèrent des artilleurs de la marine, qui s'étaient entraînés à toucher des avions se déplaçant à 480 km/h. Toucher l'infanterie à 365 mètres était presque insultant de facilité. Le premier commandement de Donnelly était un tir naval classique, cible au 270, distance 365 mètres, explosif, tir pour effet. Le 3 pouces 50 rugit, son éclair de bouche illuminant le paysage enneigé comme l'ampoule d'un photographe. L'obus de 23 kg conçu pour détruire des avions frappa le sol parmi les Allemands qui avançaient et détonna avec un effet dévastateur. L'explosion fut massive, bien plus grande que tout ce que des armes portables pouvaient générer. Le rayon d'explosion dépassait 27 mètres. La fragmentation tua ou blessa chaque Allemand à moins de 15 mètres de l'impact. La commotion seule incapacita les hommes en dehors de la zone de fragmentation. Un seul obus avait effectivement détruit une escouade entière. Chen orienta le canon manuellement, le montage naval fournissant un mouvement fluide et précis. Deuxième coup parti, troisième coup. L'équipage travaillait avec une efficacité pratiquée. Chargement, tir, orientation. 15 coups par minute étaient leur norme d'entraînement. Au combat, avec l'adrénaline montante, ils la dépassèrent.
la patrouille de Poetchke se désintégra. Des hommes qui avaient survécu à Koursk et à la Normandie se retrouvèrent face à une puissance de feu qu'ils associaient au bombardement naval, pas au combat terrestre. L'impact psychologique fut immédiat et profond. Ce n'était pas un char ou un canon automoteur qu'ils pouvaient engager. C'était un camion, apparemment vulnérable, mais délivrant une destruction qui défiait leur entraînement tactique. Les survivants, 4 sur 11, battirent en retraite dans le désordre. Lorsqu'ils rapportèrent à leur commandant de compagnie, décrivant un canon naval monté sur camion qui tirait comme de l'artillerie légère. Le rapport fut initialement rejeté comme une exagération induite par la panique, mais en quelques heures, des rapports similaires inondèrent les canaux de commandement SS. Les Américains avaient pour déployer des armes lourdes mobiles sur des châssis de camions. Observations multiples à travers la zone de percée. Le 18 décembre, le renseignement allemand avait confirmé la menace. Ce n'était pas des improvisations isolées, mais un programme systématique. Les véhicules étaient rapides, mobiles, capables de déploiement et de retrait rapide. Ils tiraient là des armes allant de quadruple calibre 50 à ce qui semblait être des canons navals de 5 pouces. Et il y en avait des dizaines, peut-être des centaines. La réponse allemande révéla leur désavantage fondamental. Ils émirent des directives tactiques. Engager les camions armés avec des armes anti-chars, éviter les assauts d'infanterie, utiliser l'artillerie pour supprimer. Mais les forces allemandes dans les Ardennes étaient déjà étirées au maximum, à court de carburant, manquant de soutien aérien. Ils ne pouvaient pas dédier de ressources à la chasse aux canons, montés sur camions, alors qu'ils essayaient d'atteindre la Meuse avant l'arrivée des renforts américains. Les camions armés, pendant ce temps, se révélèrent d'une efficacité dévastatrice dans les combats fluides et chaotiques. Leur vitesse, jusqu'à 72 km/h sur les routes, permettait une réponse rapide aux menaces. Leur puissance de feu dépassait la plupart des plateformes antiaériennes mobiles allemandes. Leurs équipages, qu'il s'agisse d'artilleurs de la marine ou de bataillons anti-aériens de l'armée, étaient formés pour suivre des cibles se déplaçant rapidement, rendant l'engagement de cibles terrestres presque facile en comparaison. Le sergent d'état-major Mikhail Kowalski commandait un M16 Multiple Gun Motor Carriage, la version Quad 50, avec le 143e bataillon d'artillerie anti-aérienne. Son camion portait 4 mitrailleuses de calibre 50 dans une tourelle motorisée capable d'une traverse de 360 degrés. La cadence de tir combiné dépassait 2000 coups par minute. Le 20 décembre, près de Bastogne, le camion de Kowalski fut attaché à un bataillon de chasseurs de chars fournissant la sécurité pour les positions d'artillerie. Lorsque l'infanterie allemande tenta de s'infiltrer par les approches forestières, les Quad 50 de Kowalski ouvrirent le feu à 730 mètres. Le résultat fut apocalyptique. Chaque mitrailleuse de calibre 50 tirait à 450 à 550 coups par minute. 4 canons signifiaient plus de 2000 coups par minute, un mur littéral de plomb qu'aucune formation d'infanterie ne pouvait survivre. Les arbres eux-mêmes devinrent des armes. Les balles de calibre 50 brisaient les branches, créant des milliers d'éclats de bois qui s'ajoutaient au carnage. Les Allemands qui cherchaient refuge derrière les arbres trouvèrent que les troncs ne fournissaient aucune protection. Le tir de mitrailleuses lourdes détruisait simplement les arbres et les hommes derrière eux. Le rapport d'action de Kowalski fut clinique. Engager l'infanterie ennemie à environ 730 mètres, dépenser 1200 coups, attaque ennemie brisée, estimation de 40 à 50 victimes, aucune perte amie, mais le langage sec du rapport manquait la dimension psychologique. Les survivants allemands décrivaient d'y faire face à ce qui semblait être une forteresse volante sur roues, une puissance de feu qu'ils associaient aux bombardiers américains, d'une manière ou d'une autre, amenés au niveau du sol. La variété d'armes que les Américains montaient sur des camions semblait limitée seulement par l'imagination et la capacité de poids. Le M15 standard combinait un canon antiaérien de 37 mm avec des calibres 50 jumeaux. La cadence de tir pour le 37 mm atteignait 120 coups par minute, chaque obus pesant environ 900 grammes. Le M16 portait des calibres 50 quadruples dans une tourelle Maxon alimentée électriquement pour une traverse et une élévation fluide.
Le M51 montait des canons Bofors de 40 mm jumeaux, la même arme qui protégeait les navires alliés des attaques kamikazes. Et les camions à canon naval improvisés portaient des 3 pouces 50, des 4 pouces 50, et dans au moins un cas documenté, un 5 pouces 38, une arme normalement trouvée sur les croiseurs. Le camion GMC CCKW qui portait ces armes était lui-même une merveille de la production américaine. Le système de transmission 6 roues motrices fournissait une excellente mobilité dans la boue, la neige et le terrain accidenté. Le camion pouvait transporter 4500 kg de cargaison, grimpait des pentes de 60% et traversait des cours d'eau jusqu'à 76 cm de profondeur. Plus d'un demi-million furent fabriqués entre 1941 et 1945. Les modifier pour porter des armes était simple. Les soudeurs retiraient là pour le plateau de chargement, fabriquaient des plateformes de montage et installaient là le système d'armes choisi. Le système électrique fournissait l'alimentation pour les tourelles et le contrôle de tir. Le châssis de supporter le poids sans modification significative. La plupart des conversions prenaient moins d'une semaine dans les installations de niveau dépôt. Les équipages appréciaient la fiabilité du véhicule. Le moteur GMC, un 6 cylindres en ligne de 4400 cm3 produisant 104 chevaux, n'était pas puissant, mais était presque indestructible. La maintenance était simple, les pièces étaient abondantes. Les camions pouvaient fonctionner pendant des mois avec un service minimal, critique lors du soutien d'opérations en mouvement rapide. Les forces allemandes n'avaient rien de comparable. Leurs semi-chenillés, portant des canons antiaériens, étaient des véhicules militaires construits à cet effet, coûteux et complexes. Le SDKFZ 71 montait un canon flak de 37 mm. Excellente arme, mais le coût du véhicule était 10 fois celui d'un camion. Les chiffres de production reflétaient cela. L'Allemagne construisit peut-être 15 000 véhicules anti-aériens semi-chenillés au total. L'Amérique déploya plus de 2000 camions armés, plus des centaines de milliers de camions standards qui pouvaient être convertis si nécessaire. Si vous appréciez cette plongée profonde dans l'innovation militaire américaine, appuyez sur ce bouton d'abonnement maintenant. Je passe des semaines à rechercher ces histoires pour vous apporter des détails que vous ne trouverez pas dans les livres d'histoire standards. Croyez-moi, ce qui vient ensuite sur la façon dont ces camions du diable ont changé la guerre moderne est absolument fascinant. Maintenant, retournons au chaos des Ardennes. La bataille des Ardennes fournit la démonstration parfaite des capacités des camions armés. Le combat fluide et rapide jouait sur leurs forces. La vitesse permettait un redéploiement rapide vers les secteurs menacés. La puissance de feu fournissait un avantage décisif lorsqu'ils arrivaient. La flexibilité signifiait qu'ils pouvaient engager des avions, de l'infanterie ou des véhicules légers avec une efficacité égale. Le 23 décembre, lorsque le temps se dégagea et que la Luftwaffe tenta de soutenir les forces terrestres, les camions armés démontrèrent leur objectif original. Les véhicules M15 et M16, positionnés autour de Bastogne et d'autres emplacements clés, créèrent un parapluie anti-aérien que les pilotes allemands décrivaient comme impénétrable. Le lieutenant Hans Müller, pilotant une mission d'attaque au sol Focke-Wulf 190 près de Saint-Vith, rencontra ce mur de feu. Son rapport de combat déposé après un atterrissage forcé avec de graves dommages décrivait l'expérience. Commençait la course d'attaque sur une colonne de ravitaillement américaine. Tir antiaérien lourd immédiat, de positions multiples. Observait un tir traceur qui semblait créer un mur solide. Avion touché plusieurs fois, attaque avortée. Évaluation, la densité antiaérienne mobile américaine dépasse de loin les rencontres précédentes. Les statistiques soutenaient l'évaluation de Müller. Le 23 décembre seul, les camions armés de divers types furent crédités d'avoir abattu 42 avions allemands. Cela représentait un taux de réussite dépassant de loin les performances antiaériennes précédentes. La combinaison du contrôle de tir dirigé par radar, des obus à fusée de proximité lorsque disponibles et du pur volume de feu s'avéra dévastatrice. Mais l'impact le plus significatif des camions armés vint contre les cibles terrestres. L'offensive allemande reposait sur des avancées d'infanterie soutenues par des blindés. Les divisions Panzer étaient les fers de lance, mais l'infanterie devait tenir le terrain capturé.
Et l'infanterie, même les vétérans d'élite de la Waffen-SS, ne pouvaient pas survivre aux tirs soutenus de quadruple calibre 50 ou de canons navals de 3 pouces. L'Untersturmführer Karl Bieber commandait une compagnie de la 12e division Panzer SS Hitlerjugend tentant de percer les lignes américaines près de la crête d'Elsenborn. Son rapport d'action capturé lorsqu'il fut plus tard fait prisonnier révéla l'impact psychologique des camions armés. « Nous avons attaqué à l'aube le 19 décembre », écrivit Bieber. L'avance initiale rencontra de la résistance, puis les camions américains apparurent. Pas des véhicules de ravitaillement comme prévu, mais des porteurs d'armes tirant continuellement. Le son était formidable, comme être à l'intérieur d'une aciérie. Nos hommes cherchèrent de refuge, mais le tir était trop intense. Les arbres explosèrent, le sol éclata, les hommes tombèrent en criant ou disparurent simplement dans les explosions. Nous nous sommes retirés après 30 minutes, ayant perdu 40% de notre force sans nous approcher à moins de 200 mètres des positions américaines. La compagnie de Bieber, 160 hommes au départ, compta 44 victimes. La force attaquante n'incluait pas de chars, pas de soutien d'artillerie, juste de l'infanterie tentant d'exploiter ce qu'ils croyaient être une brèche dans les défenses américaines. Les camions armés prouvèrent que les brèches défendues par une puissance de feu mobile n'étaient pas vraiment des brèches du tout. Les équipages développèrent des tactiques par l'expérience de combat plutôt que par la doctrine. Personne n'avait écrit un manuel pour employer des canons navals dans le combat terrestre. La doctrine de tir de la marine se concentrait sur les avions et les navires de surface. La doctrine anti-aérienne de l'armée supposait des positions défensives relativement statiques. Les équipages de camions armés devaient improviser. L'équipage du premier maître Donnelly développa une technique qu'ils appelaient « tirer et décamper ». Similaire à la doctrine des chasseurs de chars, ils positionnaient le camion dans un emplacement dissimulé avec de bons champs de tir. Lorsque des cibles apparaissaient, ils tiraient 3 à 5 coups rapidement, puis se relocalisaient immédiatement avant que l'artillerie allemande ne puisse riposter. La mobilité du camion signifiait qu'il pouvait se déplacer de 800 mètres en moins de 5 minutes. Cela frustrait le contre-feu allemand. Les observateurs d'artillerie repéraient le camion armé, appelé le tir, mais au moment où les obus arrivaient, le camion était parti. Les Allemands apprirent que suivre les camions armés nécessitait de dédier des avions ou des armes à tir direct, des ressources qu'ils ne pouvaient pas épargner pendant les combats désespérés de décembre. La valeur de guerre psychologique était significative. Les troupes allemandes commencèrent à appeler les camions armés Teufelwagen, camions du diable, ou parfois Geisterwagen, camions fantômes. Les noms reflétaient à la fois leur létalité et leur capacité apparente à apparaître sans avertissement, délivrer un tir dévastateur et disparaître avant les représailles. Le soldat de première classe Jan Fischer, capturé par les forces américaines le 27 décembre, fournit un témoignage révélateur lors de l'interrogatoire. « Nous craignons les camions du diable plus que les chars, dit-il à ses interrogateurs. Les chars, vous pouvez les entendre venir. Les chars suivent les routes. Les camions du diable apparaissent n'importe où. Ils tirent comme des navires de guerre, puis ils disparaissent tout comme des fantômes. Nos officiers nous ont dit de les ignorer. Se concentrer sur la mission. Mais comment ignorer quelque chose qui peut tuer votre peloton entier en secondes ? Cette peur se répandit dans les rangs allemands plus vite que les rapports officiels. Les vétérans avertirent les nouvelles recrues des camions du diable avec une crainte presque superstitieuse. Certaines unités refusèrent d'avancer jusqu'à ce qu'elles reçoivent des pseudo-assurances que les camions armés n'étaient pas dans la zone, des assurances que leurs officiers ne pouvaient pas fournir. Les spécifications techniques des armes montées sur ces camions expliquaient leur létalité. Le canon naval de 3 pouces, calibre 50, tirait un obus de 23 kg à 820 mètres par seconde. La cadence de tir maximale était de 15 coups par minute. La portée effective contre les avions était de 9 km et demi. Contre les cibles terrestres, environ 8 km, bien que les portées d'engagement pratiques fussent beaucoup plus courtes. Chaque obus contenait environ 1 kg, 800 de composition B explosif. Lorsqu'il détonnait, le rayon de fragmentation dépassait 27 mètres. Un coup direct sur un véhicule ou une structure était catastrophique.
Même les quasi-accidents pouvaient désactiver des véhicules légers ou tuer l'infanterie exposée. Le canon pouvait tirer des obus perforants capables de pénétrer 7,5 cm d'acier à 900 mètres, suffisant pour détruire n'importe quel semi-chenillé allemand ou char léger. Le quad calibre 50 M16 portait 2000 coups de munitions, 500 coups par canon. Chaque balle de calibre 50 pesait environ 45 grammes et voyageait à 880 mètres par seconde. L'énergie cinétique était suffisante pour pénétrer le blindage léger à courte portée et absolument dévastatrice contre l'infanterie. L'effet psychologique des quads 50 était remarquable. Le son distinctif, 4 mitrailleuses lourdes tirant simultanément, était différent de tout le reste sur le champ de bataille. Les balles traceuses, visibles même en plein jour, créaient des flux de feu qui semblaient solides. Les soldats allemands les décrivaient comme des lances à incendie, de la mort, des flux continus de balles qui effaçaient tout ce qu'ils touchaient. La combinaison du canon de 37 mm et des mitrailleuses jumelles de calibre 50 du M15 offrait une polyvalence. Le canon pouvait engager des véhicules légers et des structures. La mitrailleuse supprimait l'infanterie. Ensemble, ils créaient un système d'armes capable de répondre à toute menace terrestre en deçà des blindés lourds. Les statistiques de production et de déploiement révélaient l'ampleur du programme. En décembre 1944, plus de 1500 camions armés de divers types étaient déployés sur le théâtre européen. Cela comprenait environ 600 M16, 400 M15, 300 M51 et peut-être 200 camions armés navals improvisés, les chiffres exacts variant selon les sources. Ces véhicules étaient répartis dans toutes les unités de l'armée rattachées au bataillon anti-aérien, au bataillon de chasseurs de chars ou directement à l'artillerie de division. L'absence de contrôle centralisé frustrait les services de renseignement allemands qui tentaient mollo de suivre leur déploiement. Les camions armés apparaissaient partout où c'était nécessaire, un atout fluide que les commandants employaient en fonction des exigences tactiques plutôt que de la doctrine. Le défi de la maintenance était étonnamment minimal. Le châssis du camion GMC utilisait des pièces standards disponibles dans tout le système d'approvisionnement. Les armes elles-mêmes, qu'elles soient de la marine ou de l'armée, avaient des procédures de maintenance établies et des canaux de pièces de rechange. La plupart des réparations pouvaient être effectuées au niveau du bataillon. Les réparations majeures étaient envoyées aux installations de dépôt qui existaient dans toute la zone arrière. La formation des équipages variait considérablement, mais les artilleurs de la marine, comme l'équipage de Donny, avaient une formation approfondie aux armes, mais une expérience minimale du combat terrestre. Les équipages anti-aériens de l'armée comprenaient le combat terrestre, mais manquaient parfois de connaissances spécifiques aux armes. Les deux groupes apprenaient sur le tas en adaptant leurs compétences aux exigences uniques du combat terrestre mobile. La nature improvisée du programme se manifestait dans les petits détails. Certains camions avaient des cabines blindées, des plaques d'acier soudées protégeant le conducteur et le conducteur adjoint. D'autres n'avaient aucun blindage du tout. Certains montaient des équipements de communication permettant l'intégration avec les réseaux de contrôle de tir. D'autres s'appuyaient sur des signaux visuels et des radios de base. Chaque camion reflétait les ressources et l'imagination de l'unité qui le déployait. Cette variabilité aurait été une faiblesse dans la culture militaire allemande qui valorisait la standardisation. Mais la flexibilité opérationnelle américaine en fit une force. Chaque équipage adaptait son véhicule à ses besoins spécifiques. Les modifications se propageaient à travers des réseaux informels. Les bonnes idées étaient décopiées, les mauvaises étaient abandonnées. Le résultat était une amélioration continue sans attendre la doctrine officielle. En janvier 1945, alors que la bataille des Ardennes se terminait, les commandants allemands déposaient des demandes de directives pour contrer les camions armés. Les réponses révélaient de la pensée militaire allemande à ce stade de la guerre. Les unités devaient éviter l'engagement quand c'était possible, utiliser l'artillerie pour supprimer, employer les blindés pour détruire. Mais ces tactiques nécessitaient des ressources que l'Allemagne ne possédait plus. Les camions armés, pendant ce temps, passaient aux opérations offensives alors que les forces américaines pénétraient en Allemagne. Leur vitesse leur permettait de suivre le rythme des blindés en progression.
Leur puissance de feu assurait la sécurité contre les contre-attaques. Leur flexibilité signifiait qu'ils pouvaient répondre aux menaces allant des avions à l'infanterie en passant par les véhicules légers. En mars 1945, lors des traversées du Rhin, les camions armés fournirent une protection antiaérienne critique pour les opérations de pontage. La Luftwaffe, bien que diminuée, tenta des attaques désespérées sur les ponts. Les camions armés positionnés sur les deux rives créèrent un parapluie défensif qui coûta cher à la Luftwaffe. Sur 63 avions allemands qui tentèrent d'attaquer le pont de Remagen, 41 furent abattus, les camions armés étant crédités de 28 destructions. Le rôle de soutien au sol s'étendit également. Lors des dernières poussées en Allemagne, les camions armés menaient souvent les colonnes, leur puissance de feu lourde dégageant les barrages routiers et supprimant la résistance. Les forces allemandes tentant de défendre les villes se retrouvaient sous le feu d'armes qu'elles associaient à la guerre navale, une dislocation psychologique qui contribuait aux effondrements rapides. L'oberst Heinrich Müller, commandant d'un régiment de grenadiers du peuple défendant une ville dans la poche de la Ruhr, décrivit l'expérience dans ses mémoires d'après-guerre. « Les Américains s'arrêtaient hors de portée », écrivit-il. Puis leur camion du diable avançait, tirant continuellement. Le bruit était insupportable, la destruction était totale, les bâtiments s'effondraient. Nos positions défensives étaient démolies. Des hommes qui avaient tenu contre des attaques de chars pendant des jours craquaient et fuyaient devant ces camions, c'était humiliant. Nous étions des vétérans, des soldats entraînés, mais nous ne pouvions pas résister à une telle puissance de feu. Le miracle de production derrière le programme des camions armés mérite d'être souligné. Les véhicules eux-mêmes étaient des camions GMC standard, 635 000 fabriqués pendant la guerre. Les armes étaient des canons navals et anti-aériens existants, produits par milliers pour leurs objectifs d'origine. L'innovation consistait à les combiner de nouvelles façons. Cette approche incarnait la guerre industrielle américaine. L'Allemagne concevait des systèmes d'armes spécialement conçus, excellents mais coûteux et lents à produire. L'Amérique prenait des composants existants, les combinait de manière créative et déployait des armes efficaces en grand nombre. Le résultat n'était pas toujours élégant, mais il était massivement efficace. La main-d'œuvre qui construisait ces véhicules et ces armes reflétait la diversité américaine. Les femmes représentaient plus de 40% des travailleurs à l'usine Pontiac de GMC. En 1944, les travailleurs afro-américains, les soudeurs mexicains américains, les travailleurs de tous horizons fabriquaient pas que des composants que la propagande allemande prétendait que seuls les artisans aryens pouvaient produire. Les données de qualité prouvaient que la propagande avait tort. Le succès du programme des camions armés influença la pensée militaire d'après-guerre. Le concept de montage d'armes lourdes sur châssis de camions devint une pratique standard. Les véhicules techniques modernes, des Humvees avec missiles anti-chars aux camions montant des systèmes de défense aérienne, descendent directement des camions armés de la Seconde Guerre mondiale. Le principe selon lequel mobilité plus puissance de feu égale efficacité au combat reste fondamental à la doctrine militaire. Avant de conclure cette histoire, je dois vous demander quelque chose. Si vous avez trouvé cette plongée profonde dans les camions du diable aussi fascinante que moi, veuillez vous abonner à cette chaîne. Ces histoires nécessitent des semaines de recherche pour être découvertes et votre abonnement m'aide à continuer à vous apporter les histoires méconnues de l'innovation de la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, terminons avec ce qui est arrivé à ces véhicules légendaires et à leurs équipages. La reddition allemande, en mai 1945, laissa des milliers de camions armés déployés à travers l'Europe. La plupart furent retournés aux installations de dépôt, dépouillés de leurs armes et reconvertis en configuration de fret standard. Les armes retournèrent à l'inventaire de la marine ou aux arsenaux de l'armée. Les équipages se dispersèrent vers des tâches d'occupation ou rentrèrent chez eux. Le chef Donnelly et ses artilleurs de la marine retournèrent au service en mer, affectés à une escorte de destroyers dans le Pacifique. Ils arrivèrent à temps pour participer aux bombardements finaux du Japon en utilisant les mêmes canons de 3,50 pouces qu'ils avaient montés sur un camion en Belgique. Après la guerre, Donnelly resta dans la marine, prenant sa retraite en tant que chef principal en 1962.
Il garda un souvenir, une douille en laiton du premier coup, tirée à Malmedy, gravée avec la date et le lieu. Le sergent-chef Kowalski retourna au Michigan, travailla dans l'industrie automobile et parla rarement de son service de guerre. Dans une interview de 1997 pour un projet d'histoire orale des vétérans, on lui demanda ce dont il se souvenait le plus de la guerre. « Le son », répondit-il. 4 mitrailleuses de calibre 50 tirant ensemble produisent un son qu'on n'oublie jamais. Et l'efficacité. Nous pouvions arrêter n'importe quoi en deçà des chars lourds. Les Allemands nous craignaient et ils avaient raison de nous craindre. Les vétérans allemands gardaient mais des souvenirs différents. L'impact psychologique des camions du diable dura longtemps après la guerre. Dans les mémoires et les interviews, les soldats allemands mentionnaient systématiquement les camions armés avec un mélange de respect et de peur résiduelle. Ils représentaient pour tout ce qui était frustrant dans le combat contre les Américains. Puissance de feu écrasante, flexibilité tactique, capacité industrielle à déployer des armes en quantité apparemment illimitée. L'Oberstmüller, le commandant de régiment, écrivit dans ses mémoires, publiées en 1973, que les camions du diable symbolisaient la guerre américaine. Ils ne nous ont pas vaincus par des soldats ou des tactiques supérieures. Ils nous ont enterrés sous une puissance de feu que nous ne pouvions égaler. Chaque soldat américain semblait soutenu par l'artillerie, l'aviation et ses armes lourdes mobiles. Nous nous sommes battus courageusement, mais le courage sans ressources n'est qu'une défaite retardée, l'héritage technique s'étend au-delà des applications militaires. La modification rapide de véhicules commerciaux à des fins militaires démontra des principes qui influencèrent la conception de véhicules d'après-guerre. La robustesse du GMC CC-4 devint une référence. Les camions militaires modernes utilisent encore des configurations 6 roues motrices pionnières de la Seconde Guerre mondiale. Le concept de montage d'armes modulaires, permettant différentes armes sur un châssis standard, reste fondamental à la conception de véhicules militaires. Les statistiques de production racontent l'histoire finale. Fauching. L'Amérique fabriqua 635 000 camions GMC CC-4 pendant la guerre. Plus de 2000 furent modifiés pour transporter des armes lourdes. Ces véhicules furent crédités d'avoir abattu environ 800 avions, détruit plus de 3000 véhicules allemands et tué ou blessé environ 30 000 soldats ennemis. Le coût par véhicule était d'environ $3000 en 1940, moins de 1% du coût d'un véhicule anti-aérien autopropulsé spécialement conçu. Le calcul d'efficacité est frappant. Pour le prix d'un Flakpanzer allemand, l'Amérique pouvait déployer 30 camions armés. Pour le temps de production d'un système spécialement conçu, l'Amérique pouvait modifier des centaines de camions existants. Ces mathématiques de la guerre industrielle, quantité mariée à une qualité adéquate, se révélèrent décisives tout au long du conflit. Les forces militaires modernes apprirent la leçon lorsque les forces américaines se déployèrent en Afghanistan et en Irak. Elles se retrouvèrent à monter des armes lourdes sur des Humvee et des camions, créant des camions armés qui descendaient directement des prédécesseurs de la Seconde Guerre mondiale. Le principe restait valable, mobilité plus puissance de feu égale efficacité au combat, et les véhicules existants, modifiés de manière créative, peuvent être aussi efficaces que les systèmes spécialement conçus. L'histoire des camions du diable représente l'improvisation industrielle américaine à son meilleur. Lorsque la marine avait des canons anti-aériens excédentaires et que l'armée avait besoin de puissance de feu mobile, quelqu'un les combina simplement. Pas de long programme de développement, pas d'années de test, juste une résolution pratique de problèmes qui produisit des armes efficaces rapidement. Cette approche déconcerta la culture militaire allemande qui mettait l'accent sur la planification minutieuse et les solutions spécialement conçues. Il concerna la série Flakpanzer par ingénierie méthodique. Les Américains boulonnèrent des canons sur des camions et les envoyèrent au combat. Les résultats parlent d'eux-mêmes. À la fin de la guerre, les camions armés américains surpassaient en nombre tous les systèmes anti-aériens mobiles allemands combinés. La dimension de guerre psychologique mérite une dernière emphase. La peur que les soldats allemands ressentaient envers les camions du diable était disproportionnée par rapport aux pertes réelles infligées. Oui, les camions armés étaient mortels, mais leur impact psychologique dépassait leur destruction physique. Ils représentaient l'imprévisibilité, une puissance de feu écrasante, apparaissant sans avertissement,
la capacité industrielle américaine déployant des armes dans des configurations inattendues. Cet avantage psychologique amplifiait les avantages matériels. Les soldats allemands déjà démoralisés par les retraites constantes, les pénuries d'approvisionnement et la suprématie aérienne alliée faisaient maintenant face à des armes terrestres qui semblaient combiner les pires aspects de l'aviation, de l'artillerie et du bombardement naval. L'effet cumulatif était l'effondrement de la cohésion des unités et de la volonté de combattre. Aujourd'hui, les camions armés survivants sont des pièces de musée et des objets de collection. Le musée du GI américain au Texas expose un M16 restauré. Le musée national de la Seconde Guerre mondiale à la Nouvelle-Orléans présente un M15. Ces véhicules, autrefois craints comme camions du diable par les soldats allemands, reposent maintenant paisiblement, témoignage de l'ingéniosité et de la capacité industrielle américaine. Les vétérans qui ont servi dans ces véhicules sont presque tous partis maintenant. Donnelly est décédé en 2003, Kowalski est décédé en 2008. Leur nécrologie mentionnait le service militaire, mais rarement les camions armés spécifiquement. L'histoire dramatique des artilleurs de la marine montant des canons de navires sur des camions et chassant les soldats allemands à travers les forêts belges s'est estompée au statut de note de bas de page dans les histoires officielles. Mais l'héritage perdure dans la pratique militaire moderne. Chaque véhicule technique montant des armes lourdes, chaque modification rapide de véhicules commerciaux à usage militaire, chaque décision de combiner des systèmes existants de nouvelles façons plutôt que de concevoir à partir de zéro honore les principes démontrés par le programme des camions du diable. Les Allemands rirent lorsqu'ils entendirent pour la première fois que les Américains montaient des canons antiaériens sur des camions. Ils le rejetèrent comme une improvisation désespérée d'une culture militaire qui ne pouvait produire de système d'armes appropriés. Ils apprirent, par expérience amère dans les Ardennes et à travers l'Allemagne, que l'improvisation américaine, soutenue par la capacité industrielle, était plus efficace que la perfection de l'ingénierie allemande, produite en quantités inadéquates. Les camions du diable prouvèrent que la guerre n'est pas gagnée par les armes les plus sophistiquées, mais par des armes adéquates déployées en nombre écrasant, servies par des soldats entraînés, soutenus par une logistique qui ne faillit jamais. Le camion GMC transportant un canon naval n'était pas élégant, il n'était pas conçu par un comité, il n'était pas le produit d'années de développement, il était simplement efficace. Et l'efficacité, comme les forces allemandes le découvrirent sur les champs de bataille européens, compte plus que l'élégance. Le camp qui déploie des armes suffisamment bonnes en grand nombre les adapte de manière créative aux besoins changeants et les approvisionne continuellement vaincra le camp qui déploie des armes parfaites en quantités inadéquates. Lorsqu'ils mirent un canon naval sur un camion, les Allemands les appelèrent « camions du diable ». Le nom reflétait la peur, le respect et la prise de conscience naissante que la guerre industrielle américaine opérait selon des principes que la tradition militaire allemande ne pouvait contrer, principes de production de masse, d'adaptation créative et de supériorité matérielle écrasante. Les camions armés roulèrent à travers l'Europe, plateforme de puissance de feu mobile qui réécrivirent à la doctrine tactique simplement en existant. Ils prouvèrent que les camions pouvaient transporter des canons de navire, que les marins pouvaient combattre sur terre, que les improvisations pouvaient être aussi mortelles que les armes spécialement conçues. Un char. Ces leçons façonnèrent la guerre moderne plus que la plupart ne le réalisent. Les camions du diable ont disparu maintenant, retournés à la ferraille ou au musée, mais leurs fantômes demeurent dans chaque véhicule technique militaire, chaque programme de modification rapide, chaque décision de déployer des armes adéquates rapidement plutôt que des armes parfaites lentement. La manière américaine de faire la guerre, incarnée par un canon naval sur un châssis de camion, prouva que la créativité plus la capacité industrielle vainquent la perfection, produite en pénurie. Et les Allemands qui affrontèrent ces véhicules, qui sentirent la terre trembler sous les obus navals de 50 livres, qui entendirent le terrible rugissement des mitrailleuses quadruples de calibre 50, qui virent leur formation se dissoudre sous une puissance de feu qu'ils associaient aux navires de guerre, apprirent la leçon trop tard. L'arsenal industriel de l'Amérique pouvait transformer n'importe quoi en arme, même un humble camion.